Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Land Associés par VK. Dans quelques minutes, on va parler d'égalité femmes-hommes dans la fonction publique, mais en général, nous commençons nos 10 minutes juridiques par un passage en revue de l'actualité juridique. Bah oui, mais sauf exceptionnellement, il n'y aura pas de brève de la semaine pour ce numéro. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment bien malade toute la semaine, complètement incapable de suivre et de traiter l'actualité juridique. Et pour être franc, même au moment auquel où j'enregistre cette vidéo, c'est un peu compliqué. Le numéro prochain rattrapera ceci et nous traiterons de l'actualité des 15 jours précédents. Donc, passons tout de suite à notre grand dossier, l'égalité femmes-hommes dans la fonction publique. Avec toute une série de sources juridiques qui s'affichent à l'écran et qui conduisent aujourd'hui donc à l'interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, que ce soit lors du recrutement, de l'évolution de carrière ou de la rémunération, et un certain nombre d'obligations, c'est-à-dire du recrutement, des nominations, et il y a aussi un volet plan d'action pluriannuel relatif à l'égalité dans la fonction publique. Mais ceci s'inscrit dans d'autres dispositifs qui, en plus du plan d'action qui était évoqué, se complètent par des dispositifs de signalement, des fonds en faveur de l'égalité professionnelle, qui sont désormais ouverts aux 3 versants de la fonction publique, des sanctions financières. Il y a aussi un volet un peu moins juridique, mais très utilisé désormais, de labellisation égalité professionnelle des employeurs publics. Regardez par exemple ce qui a été fait dans les juridictions administratives, c'est intéressant. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à l'ancienne ministre, Mme Rossignol, et à une avocate pré-associée de notre cabinet, Lorraine Krantz. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Madame la ministre, commençons par vous. Je crois que vous aviez été marquée par le rapport de décembre de 2016 de la députée Françoise Descamps-Cronier. C'est un rapport qui nous avait à la fois quand même confirmé ce qu'on savait intuitivement en le quantifiant, ce qui est toujours nécessaire, et en même temps quand même un peu sidéré sur l'idée répandue comme quoi les questions d'inégalité professionnelle relèvent essentiellement du secteur privé, cette espèce d'idée que le statut des fonctionnaires garantit une égalité de traitement qui mettrait les fonctionnaires à l'abri des biais genrés et générateurs d'inégalité professionnelle. Donc on le savait, ça l'a quantifié, mais je pense qu'on s'était dit que c'était encore pire que ce qu'on pensait à ce moment-là, et parce que y compris sur la question, on savait qu'il y avait des inégalités dans les progressions de carrière, en particulier dans la fonction publique, dans les avancements, parce que, en particulier chez les hauts fonctionnaires. Mais je ne pensais pas que l'écart de rémunération était identique, en fait, si ma mémoire est bonne, entre le public et le privé. J'avais bien remarqué qu'il y avait dans la fonction publique d'État et aussi dans la fonction publique territoriale une part non négligeable de temps partiel voulu, de temps partiel pas contraint, mais de temps partiel voulu, et en particulier du mercredi. Moi, j'ai quand même connu des administrations dans lesquelles mercredi, il y avait des organisations très féminisées, dans lesquelles le mercredi, les femmes entre 30 et 45 ans n'étaient pas là. Donc, ça, c'est forcément facteur d'inégalité professionnelle, de fin de salaire, de rémunération, c'est exactement d'inégalité de rémunération. Oui, mais aussi d'évolution de carrière. Et d'évolution de carrière, bien entendu aussi. C'est-à-dire que ça ne peut pas être retenu contre les fonctionnaires ou les salariés. Systématiquement, les femmes qui ne sont pas là à plein temps ont plus de difficultés à progresser dans leur carrière. Ce qui nous renvoie très classiquement à un problème qui en réalité est sociétal. La question plus globale des stéréotypes sexistes qui continuent d'assigner aux femmes d'être principales responsables de la garde des enfants. Et du point de vue des outils juridiques, l'égalité commence déjà par s'imposer dès le stade du recrutement, Lorraine. Le principe d'égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique se traduit notamment par un grand principe qui est l'interdiction de toute discrimination au moment du recrutement. On connaît une seule exception qui est lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions. Mais la liste des emplois concernés est supposée être fixée par décret et à ce jour, aucun décret n'a été adopté. Mais au-delà de ce principe, je crois que toujours au stade du recrutement, il y a des garanties opérationnelles prévues par la loi et le règlement. Plusieurs mécanismes ont été mis en place. Tout d'abord, les emplois et les grades à pourvoir doivent comporter l'appellation masculine et féminine, ou, à défaut, le nom de l'emploi ou du grade doit être suivi de la mention femmes et hommes.
afin que tous se sentent concernés. Ensuite, on favorise également l'égalité entre les femmes et les hommes du fait de la composition des jurys et des instances de sélection, puisque les membres qui sont désignés par l'administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Et même plus, la présidence des jurys et des instances de sélection doit être confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, de façon à alterner la présidence entre femmes et hommes pour favoriser, par ce biais, un recrutement égal entre femmes et hommes. Sauf qu'en dépit de ces principes et de ces règles, Madame la Ministre, vous pensez que des mécanismes de cooptation risquent de poser quand même en réalité des difficultés? J'ai observé effectivement les mécanismes de cooptation qui concernent les recrutements dans la haute fonction publique, mécanismes de cooptation qui sont le plus souvent défavorables aux femmes, voilà, par le fait aussi, si ma mémoire est bonne, qu'il y avait une concentration des femmes dans les ministères dans lesquels les primes sont les moins élevées, et également puisqu'il y a la partie de prime du salaire des hauts fonctionnaires avec en fait, plus il y a de femmes, moins il y a de primes, d'un point de vue dans les ministères. Au niveau de la fonction publique de l'État, il y a eu la création des hautes et hauts fonctionnaires à l'égalité des droits en 2012. Est-ce que ça a été une étape importante ou pas, selon vous? Ça a quand même été une décision assez importante, et ces hauts fonctionnaires à l'égalité existaient. Voilà, elles existaient, c'était quand même, ça a quand même créé un réseau dans les ministères de femmes, le plus souvent, je crois que je n'ai pas connu beaucoup d'hommes aux fonctionnaires à l'égalité, un réseau de femmes mobilisées et vigilantes sur les questions d'égalité sur les deux versants, ressources humaines et politique publique. Mais pour certains volets de la haute fonction publique, on a la notion de principe de parité au stade des nominations équilibrées. Qu'en est-il, Lorraine ? Pour certains emplois, les nominations comptent 40% de personnes de chaque sexe. Il s'agit uniquement de certains emplois, les emplois les plus élevés de chaque fonction publique. On note néanmoins une tendance à l'augmentation et l'élargissement des personnes publiques concernées, puisque désormais sont soumis à cette obligation de nomination équilibrée les communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants, alors que le seuil était anciennement élevé à 80 000 habitants. Le respect de ce taux de 40% va être apprécié par année civile, sauf lorsqu'il y a eu moins de 4 nominations dans l'année. À ce moment-là, on va prendre des cycles de 4 nominations pour vérifier si le taux a été respecté. En cas de méconnaissance de ce principe, les sanctions sont assez sévères. Il s'agit de condamnations de 90 000 € multipliées par le nombre d'unités manquantes, sachant toutefois que par exception, pour la nouvelle strate de communes et de PCI de 40 000 à 80 000 habitants récemment soumise à cette obligation, la sanction est moindre puisqu'il s'agit seulement de 50 000 € multipliés par le nombre d'unités manquantes. Passons du sommet à la base de la pyramide. Il y a un autre facteur que Madame la ministre, Madame la sénatrice, vous êtes attachée à souligner, c'est les questions des fonctions des agents de catégorie C, notamment dans la FPT. Un certain nombre de professions dans lesquelles les hommes sont nombreux et majoritaires avancent à l'ancienneté, alors que dans les professions où les femmes sont majoritaires, il est parfois indispensable de passer des nouveaux diplômes pour avancer. C'est le cas, par exemple, des personnels qui s'occupent des enfants, des personnels de crèche, où la progression de carrière se fait par examen et diplôme, alors que sur d'autres catégories, la progression de carrière se fait à l'ancienneté pour les hommes. Et il y a là, visiblement, quand même un biais, là encore, qui explique la stagnation des femmes dans les catégories C. Et abordons maintenant, avec toi, Lorraine, ce fameux plan d'action pluriannuel relatif à l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Ce plan est désormais obligatoire pour l'État et ses établissements publics administratifs, pour les collectivités et les EPCI de plus de 20 000 habitants, ainsi que pour les établissements qui relèvent de la fonction publique hospitalière.
C'est un plan d'action qui doit être prévu sur 3 ans et dont l'objectif est d'évaluer les écarts existants et de définir une stratégie et des mesures pour réduire ces écarts entre les femmes et les hommes. Plusieurs mesures doivent être décrites dans ce plan. Il faut indiquer les mesures mises en œuvre pour réduire les écarts de rémunération, pour garantir l'égal accès des femmes et des hommes, pour favoriser une articulation entre activités professionnelles et vie privée et familiale, ainsi que pour prévenir toutes les discriminations, les actes de violence, de harcèlement, ainsi que les agissements sexistes. À défaut de plan, les administrations peuvent être condamnées au versement d'une pénalité qui s'élève à 1% de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des personnels. Bon. À tout ceci s'ajoute une série de petits dispositifs qui font qu'au total, on a eu de nombreux plans, sanctions financières. Est-ce qu'on a des acquis positifs en la matière? Ça a eu un impact dans les collectivités, parce qu'il faut quand même l'annoncer en conseil municipal. Dans les collectivités, les budgets sont transparents. Et dans les collectivités, quand il y a des pénalités, ça se sait et tout le conseil le sait et d'un certain point de vue, toute la population le sait. Question directe, quelle fut votre marge de manœuvre en la matière en tant que ministre? Quand on est ministre des droits des femmes, on n'a pas autorité ou compétence pour conduire les négociations et même les réformes législatives sur l'égalité professionnelle, qu'elle concerne le secteur privé ou le secteur public. Pour le secteur privé, c'est le ministre du Travail et pour le secteur public, c'est le ministre de la fonction publique. Ne jamais oublier que la ministre des droits des femmes n'est en général qu'un aiguillon qui va piquer ses collègues pour les faire travailler. Et un mot sur les cabinets ministériels au regard de cette problématique. Il faut être très vigilant aussi sur les cabinets ministériels, parce que moi, je me rappelle, j'avais un cabinet qui était composé à 90% de femmes et j'avais l'habitude de dire sur le mode humoristique, heureusement qu'il y a mon cabinet pour garantir un peu plus de parité quand on fait l'équilibre général des cabinets ministériels avec des cabinets qui sont toujours essentiellement masculins. Un petit mot de conclusion? Une femme en âge d'avoir des enfants n'est pas un problème pour une collectivité, une entreprise. Voilà. Il y a quand même une révolution culturelle qui n'est toujours pas achevée en la matière. Bien entendu, toutes les mesures de promotion de volontaristes, je crois que ça avait été fait au Quai d'Orsay à un moment donné par les ministres des Affaires étrangères en ce qui concernait les femmes diplomates, un vrai volontarisme. On avait même, je crois, si je me souviens bien, une ambassade dans laquelle il y a un couple de diplomates. 6 mois, c'est l'une, et 6 mois, c'est lui qui est ambassadeur. Et ils sont ambassadeurs en couple dans la même ambassade, ce qui était une solution originale, assez amusante. Il faut qu'à un moment donné, la fonction publique soit un lieu où la vie familiale et la vie professionnelle sont identifiées comme étant conciliables, si ce n'est pas le cas. Bien, un grand merci à toutes les deux. Au revoir. Au revoir. C'est moi, je vous remercie. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant de ceci pour VK. Je serai plus en forme dans une semaine. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.